Encore un week-end sans faute pour le Quatuor en tête de la Liga. La pression monte, mes amis, la pression monte. Salut à tous, c'est Ferro. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 24e journée de Ligue 1. Je vais vous passer vite fait sur la plupart des matchs. On va surtout s'attarder sur le match OM-PSG. Mais avant ça, on va commencer par les autres rencontres effets marquants de cette 24e journée. On a eu dans un premier temps Lorient qui s'est imposé à Reims dans un match ultra important pour le maintien. Lorient qui sort de la zone de relégation, qui est actuellement 17e à 22 points, devant Nantes 18e à 19 points. Ça s'annonce vraiment pas très bon pour Nantes. On a toujours Dijon et Nîmes qui sont lanternaux rouges à 15 points de notre championnat. Le trio de relégation commence à se dessiner. On va sûrement avoir le droit à Dijon-Nîmes relégué et Nantes en barragiste. On va voir ce que ça donne dans la suite du championnat. Donc Lorient qui s'impose une nouvelle fois avec une très belle lancée pour nos amis lorientais. Ils étaient mal partis en première partie de saison. Ils se rattrapent bien avec 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. C'est vraiment très intéressant de leur part. On va essayer de les suivre un peu plus en détail pour la prochaine journée. Mais on en parlera plus tard. Lyon, grâce à un deux pailles en feu, a dominé Strasbourg sans vraiment de contestation possible. Lille qui s'est imposé 2-0 face à Nantes, un Nantes catastrophique toujours comme je disais, qui est en bas du classement, 18e. Aucune victoire pour Nantes depuis le retour de Domenech en tant qu'entraîneur. Ça s'annonce pas très beau. Et Lille qui continue à cavaler en tête du championnat sur une série impressionnante de 8 victoires consécutives. Je vois pas ce qui pourrait pour l'instant les arrêter, mis à part les confrontations directes contre Lyon, Monaco et Paris. Donc on verra ça dans la suite du championnat. Pour l'instant, Lille est largement méritante quant à sa tête de la Ligue 1. C'est la meilleure équipe pour le moment grâce à des contres vraiment fulgurants. Lyon d'ailleurs est beaucoup mieux dans le jeu par rapport à la semaine passée. Lyon a repris de la couleur dans le jeu par rapport au dernier match qu'il nous avait proposé. On l'a vu face à Strasbourg, c'était vraiment plus marqué. Il y avait de la construction. Déjà, le retour d'Aouar va faire un bien fou à Lyon, je pense. On va parler vite fait des autres matchs. On a eu un 0-0 entre Lens et Rennes. Assez pauvre comme match, je trouve. Je pensais que ça allait être un match avec beaucoup de buts. Mais c'est un autre match qui nous a apporté pas mal de buts. C'est le Nîmes-Monaco avec 4-3 pour Monaco. Monaco joue vraiment comme une équipe de Bundesliga. C'est vraiment tout pour l'attaque et la défense un peu moins solide. C'était vraiment un match magnifique hein. Pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous invite déjà à regarder le résumé. Peut-être il est disponible sur la chaîne de la Ligue 1 sur YouTube. Sinon de regarder le replay qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. On a eu aussi un 4-2 entre Montpellier et Dijon. Il y a beaucoup de buts, mais c'était moins spectaculaire que Monaco-Nîmes, hein. C'est vraiment l'un des plus beaux matchs du week-end. Nice s'est imposé 3-0 face à Angers. Ça, c'est aussi un petit peu une surprise parce que Nice était vraiment dans une mauvaise passe. Angers n'est pas forcément exceptionnel, mais ils étaient bien mieux placés et bien plus solides avant cela. Nice commence à se relancer un petit peu, devrait s'éloigner de la zone de relégation assez facilement. Ça va un peu mieux pour eux, on verra la saison prochaine. Là, c'est une saison à oublier pour le GC Nice, malheureusement. Saint-Etienne aussi s'est imposé à Metz 1-0. Pareil, une petite surprise parce que Metz est bien mieux classé que Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne et Nice ne sont pas à leur place, on a quand même des équipes qui sont très très solides. Metz qui était avant cela sur une série de 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires consécutives, donc qui était vraiment très bien placé. Saint-Etienne qui revient un peu mieux avec 3 matchs sans défaite, 2 victoires, c'est bien mieux. On va voir ce que ça va donner. J'avais un peu peur pour eux, j'espérais qu'ils ne soient pas relégués parce que c'est un club important de la Liga. On espère que l'année prochaine, il va peut-être avoir des changements au sein du club pour avoir un Saint-Étienne qui revient un peu mieux parce que là, c'est vraiment une équipe de moyens bas de tableau même. Il n'y a pas forcément de joueurs transcendants, de plan de jeu vraiment exceptionnel. On l'a bien vu face à Lyon, ils se sont fait exploser, ils n'ont rien proposé. Et on termine avec une victoire de Brest 2-1 face à Bordeaux. Bien joué à nos amis brestois. Et on va revenir sur le match qui nous intéresse de ce week-end qui est le Marseille-PSG au stade Vélodrome, toujours sans public, bien malheureusement, avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0. Cependant, j'ai un bémol à mettre sur le match. Bon, on a eu une première mi-temps assez dominée par le PSG, surtout grâce à Kylian Mbappé qui a mis un premier but sur une accélération vraiment qu'il nous avait pu fait depuis un bout de temps. Ça fait grave plaisir, il revient un peu. Et un but d'Icardi à la 24e sur une tête un peu chelou, coup, tête, épaule, je sais pas trop. Ça trompe Mandanda qui peut rien faire parce que la frappe est tellement what the fuck que personne peut l'arrêter. Celle-là, c'est impossible. Dans ce match-là, j'ai trouvé Paris qui était très très solide défensivement. Par contre, une surprise de la part de l'Olympique de Marseille. Des bonnes phases de pressing. Alors, au niveau des attaques, c'était assez moyen. 4 tirs cadrés de la part de Marseille, 2 de la part de Paris, hein. 2 tirs, 2 buts. C'était pas fameux comme match de la part du PSG, mis à part défensivement où effectivement ils ont très bien tenu. Mais sinon, Marseille, je les ai trouvés globalement au-dessus dans les duels, surtout au milieu de terrain.
Au milieu de terrain, ça a été vraiment une catastrophe de la part du Paris Saint-Germain, mis à part Marco Verratti qui était bien présent. Paredes n'a pas fait grand-chose. Gay était là pour courir. Entre Paredes et Gay sur ce match-là, Gay a fait un bien meilleur match que Paredes, hein. Paredes n'a pas bougé, il n'a rien apporté du tout. C'était un plot. On aurait dit Danilo, mais en sud-américain. Il servait à rien sur ce match-là, franchement. Autant il y a certains matchs où vraiment on voit son pouvoir de balle en profondeur, de jeu rapide vers l'avant. Là, il n'a rien apporté du tout, mis à part à faire le caïd avec l'arbitre. D'ailleurs, il s'est pris un carton jaune pour ça, il s'est mérité, hein. Il doit apprendre à jouer avec ses pieds et pas avec sa bouche, ça sert à rien. Et le match, tu dois le gagner sur le terrain, pas le gagner par tes paroles, c'est débile. J'aime bien le joueur dans sa façon de lancer les ballons en profondeur, entre autres, mais sinon, à part ça, je trouve pas vraiment de qualité. Il est pas bon récupérateur, il est pas présent défensivement, il met des coups de pression aux attaquants adverses, donc ça peut être intéressant parce que c'est un petit peu, c'est même pas un roublard en fait, parce qu'il il y a pas de. On avait Thiago Motta avant dans l'équipe qui était un joueur vraiment roublard qui faisait ses coups en douce, qui n'était pas repéré par l'arbitre. Là, Paredes, c'est vraiment à la vue de tous. Il manque un petit peu d'intelligence, je trouve, chez ce joueur. C'est un peu triste. Voilà, après, c'est pour ça que qu'il était avant ça au Zénith Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il n'était pas dans un grand club, hein, sinon on l'aurait pas récupéré. C'est un joueur plutôt moyen plus, on va dire. Je le trouve pas exceptionnel, hein. Mis à part sa qualité de passe longue, il n'a pas grand-chose d'autre pour lui, malheureusement. À côté de ça, Gay est vraiment moyen aussi, mais lui, il a au moins la prétention de courir et d'essayer de faire du pressing, même s'il n'a pas bien réussi dans le match face à Marseille. Il est présent, on le voit. C'est ce qui manquait un peu à Paris, un Matuidi bis, même si Matuidi était vraiment beaucoup plus fort. Il court un peu partout, il essaye de récupérer la balle. Il n'est pas mauvais dans les projections offensives. Il va falloir que Pochettino travaille là-dessus avec Idriss Gueye parce qu'il peut se lancer vraiment rapidement vers l'avant et ça je trouve ça très intéressant, mais il est assez limité, hein, même si je vois plus de possibilités de progression dans le jeu de la part de Gueye que de la part de Paredes, à voir ce que ça va donner dans le futur. Et à côté de ça, on a Verratti, le maestro du milieu, qui était présent partout, qui presse comme un malade, qui fait des énormes relances, qui permet à toute l'attaque d'être un peu facilitée dans ses transitions offensives. Et ça, c'est vraiment un plus pour notre Paris Saint-Germain. Et alors on va revenir vite fait sur les attaquants. Di Maria qui est sorti sur blessure après sa magnifique passe pour Mbappé. C'est dommage parce qu'il revenait bien. On a Sarabia qui est rentré, qui a rien montré du tout. Il ratait ses contrôles. Il y a eu une action qui est assez symptomatique de ce que représente Sarabia au PSG. On a Mbappé qui est dans la surface face à Sarabia. Sarabia est mieux placé que lui pour frapper au but. Mbappé récupère la balle comme si Sarabia n'existait pas. C'est assez triste. Icardi, pareil, mis à part sur son but chanceux, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il essaye de faire ça, mais jamais il doit y arriver. Il y a un coup de chance extraordinaire. Il a tout raté, ses remises ultra molles. J'ai jamais vu des remises aussi molles. C'est vraiment une horreur. Le mec essaye de jouer en une touche de balle, sauf que ses balles vont à 2 km/h. C'est une horreur. On dirait qu'il a pas de mollet. C'est vraiment une tristesse sans nom. Bon, il y a Mbappé qui était présent surtout en première mi-temps, qui arrivait à bien perforer la défense marseillaise, qui n'est pas non plus une défense exceptionnelle. En défense, on a Kipembe et Marquinhos qui sont extrêmement solides, hein. C'est vraiment une des grosses satisfactions qu'on peut avoir pour l'échéance à venir face à Barcelone, c'est qu'on a deux défenseurs vraiment d'un niveau plus que correct, hein. C'est même des tops, hein. Je pense à leur poste. Kipembe est très très fort, Marquinhos aussi. En plus, je trouve que ce sont deux joueurs complémentaires. Marquinhos est un peu moins dans le physique et Kipembe est dans le physique et la relance. Kipembe a une technique aussi assez impressionnante pour un défenseur central, Marquinhos aussi. Donc c'est vraiment deux joueurs très intéressants. À côté de ça, les latéraux, c'est un peu plus moyen. Kurzawa et Florenzi sur les ailes. Kurzawa réussit à faire des choses parfois, on se dit un peu, c'est un peu un Léo Dubois bis. Il nous fait des trucs offensifs des fois, ouais, même Dubois est meilleur quand même. Il nous fait des trucs offensifs assez dingues. Et à côté de ça, il rate des trucs super simples, mais il a du mal à rester concentré, je trouve. Il part à l'abordage vers l'avant, il oublie son rôle principal qui est ailier défensif, hein, il n'est pas ailier offensif. Donc ça peut nous jouer des tours face à Barcelone sur le côté de Kurzawa. Florenzi est pour moi un peu supérieur à Kurzawa de par sa capacité de centre. Il a une capacité de centre assez exceptionnelle, même si hier soir c'était pas forcément dingue. Sinon, Florenzi apporte vraiment un danger de fou. Quand Icardi veut bien jouer, il peut apporter vraiment du plus. Et par contre, défensivement, c'est assez moyen, hein. Défensivement, il a tendance à se faire déborder, même s'il est assez rapide. Euh, c'est un Bernat
peu moins fort, je trouve. Florenzi, on pourrait le comparer à ça. Bernat et Florenzi de chaque côté, ça serait déjà plus intéressant. Bernat est vraiment un très bon joueur, il me manque, il me manque vraiment parce que les autres défenseurs que nous avons pour le remplacer sont pas forcément dingues. Je vais émettre une opinion pour moi concernant l'attaque. Je souhaite absolument voir Moiskin en tant qu'attaquant de pointe. J'en ai marre de voir Icardi qui ne court pas. Icardi, il doit reprendre. Il n'est pas fait en fait pour jouer dans notre équipe. C'est un renard des surfaces vraiment exceptionnel dans sa façon de jouer, c'est-à-dire qu'il est là pour mettre le ballon quand il faut dans les buts, mais au Paris Saint-Germain, il manque un point d'appui. On a des mecs qui sont pas forcément très costauds, avec Di Maria, Neymar et Mbappé quand ils jouent tous ensemble. Ça manque de physique. Donc face à une défense assez physique, ils se font bouger vraiment tout le temps. Il n'y a aucun de ces trois joueurs qui n'est capable de récupérer la balle, de la garder dos au but pour pouvoir faire un point de remise, ce que fait plutôt bien Moiskin. Icardi, je pensais que c'était son style de jeu. On a vu deux trois remises, mais c'est vraiment un renard de surface à 100%. Il n'a pas une pointe de vitesse exceptionnelle. Il a, il a une technique plutôt intéressante, sauf quand il rate, comme dans le précédent match, comme hier soir, quoi. Toutes ses remises, hein. Il va vraiment falloir qu'il s'achète des mollets, hein. C'est vraiment une horreur. Franchement, il m'a rendu fou avec ses remises. Il y avait vraiment des bonnes combinaisons à faire. Il a foiré un nombre d'actions incalculables. On tape beaucoup sur Mbappé, sur Di Maria qui était un peu moins, mais Icardi, franchement, c'est une horreur, hein. Il est là pour mettre les buts de temps en temps parce qu'il n'a pas mis 50 buts non plus. Et à côté de ça, il rate vraiment énormément de choses. C'est vraiment d'une tristesse sans nom pour un joueur de ce calibre-là. C'est, ça me rend fou. Moiskin rentre, presse, fait des belles remises, court vers l'avant. Il est un peu moins fin techniquement que Icardi sur ses capacités à Icardi, parce qu'entre le Icardi actuel et les capacités d'Icardi, il y a quand même un gap assez énorme. Mais Keane est vraiment à fond dedans, il donne tout dans chaque match et j'adore ce mec, il est vraiment très bon. À côté de ça, Marseille, on a vu certains joueurs qui étaient intéressants. Par contre, le mec avec qui il faut arrêter immédiatement, c'est Dimitri Payet. Il est vraiment honteux. Il court pas. Il y a une action à un moment donné, je sais plus c'est vers quelle minute, mais il récupère la balle. Il part même pas vers l'avant. Le mec a la balle dans ses pieds, il attend. Payet, faut bouger. Et par contre, milieu de terrain de l'OM, c'est du top, hein. Camara, Gay, Rongier, c'est pas mauvais, mais c'est en dessous. Surtout le petit Camara. Gay, j'ai bien aimé aussi, mais Camara a l'air vraiment extrêmement fort, hein. Il était déjà très bon quand il jouait en défenseur central. Là, je pense qu'il a son plein potentiel. C'est un peu un espèce de Marquinhos bis. Il s'est joué à deux places et il est très bon là-dessus. Pareil, niveau Olympique de Marseille sur les défenseurs latéraux, Nagatomo et Sakai, c'est vraiment honteux ce niveau de jeu. Sakai était vraiment un joueur plutôt intéressant. Il était costaud défensivement, offensivement c'était pas ouf, mais il était costaud défensivement. Là, il a perdu vraiment toute son tout. Il a tout perdu en fait. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Nagatomo, bon, il est cramé, hein, c'est mort. On va revenir sur devant vite fait avec Thauvin qui est vraiment extrêmement décevant. Je ne sais pas s'il sait qu'il va déjà partir, mais on a l'impression de ça et c'est vraiment triste. Germain à côté de ça fait un match intéressant. Je vois beaucoup d'Olympiens lui cracher dessus. Je trouve pas vraiment que ce soit le pire joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a bien pire que lui. Il faut bien sûr l'associer à un autre attaquant. Dommage que Milik qui ait été blessé pour ce match-là. Sinon ça aurait été intéressant de voir Germain et Milik devant avec Payet qui vire. Parce que Payet apporte rien, un petit 4-4-2, un truc comme ça, je sais pas pour Marseille. À voir. Mandanda dans les buts, bon, toujours solide, hein. La défense Gonzalez, Caleta-Car qui est solide, sauf quand ça commence à devenir technique. Ils ont tendance à être perdus, à mettre des coups parce qu'ils savent pas vraiment anticiper ce que va faire l'adversaire. Donc quand tu sais pas anticiper, forcément tu mets une tatane, hein. Ça c'est comment dire, la signature des mauvais défenseurs, hein. Quand tu es un bon défenseur, t'as pas à mettre de coups pour récupérer le ballon. Là, ces deux joueurs-là, on voit que quand le niveau commence à s'élever, ils commencent à avoir un peu de mal. Ils ont tendance à mettre la jambe où il faut pas et ça fait des fautes. Il y aurait d'ailleurs je pense, mais je suis pas si sûr parce que j'ai l'impression que c'est Neymar qui marche sur le pied de Gonzalez quand il se blesse au niveau du genou d'Alvaro. Alvaro se fait piquer la balle, il est vénère, il essaie de mettre une tatane à Neymar, sauf que c'est Neymar qui lui marche dessus. Il se fait mal au genou, j'espère pour lui que c'est pas trop grave, parce que bon, malgré les problèmes qu'il a eu avec notre Paris Saint-Germain, on va pas souhaiter la blessure d'un joueur, faut être idiot pour faire ça. Sinon, à côté de ça, un match plutôt solide de la part de Marseille. Je pense que l'Olympique de Marseille doit s'appuyer dessus. Les Marseillais, soyez pas trop négatifs avec votre équipe. C'était quand même Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas n'importe qui, hein. Si vous aviez fait un match de ce type face à une autre équipe, je pense que vous auriez pu gagner. Là, Paris a été
très fort défensivement et a piqué quand il fallait sur les deux buts. Donc il n'y a pas eu grand-chose à faire, hein. Kipembe a vraiment été impérial. Il a sauvé un nombre incalculable de buts, je pense, parce que Rico a été vraiment moyen. Euh, Surtout il y a une action qui le montre assez bien, c'est quand il essaye de stopper un tir et qui la barre part en corner, hein. La balle part en corner. Et Kipembe a vraiment été le joueur qui a sauvé le PSG. Je pense que sans ça, Marseille aurait pu marquer une ou deux fois. Il a sauvé un nombre de tirs à l'entrée du but, hein. C'était même pas à l'entrée de la surface, c'était à l'entrée des buts, hein. C'était vraiment dans la surface et Rico aurait rien pu faire parce qu'il était vraiment pas impérial. Merci Kipembe là-dessus, Marquinhos aussi toujours solide. C'est pour ça que vous avez des jouets à ami marseillais. C'est pas parce que votre équipe était pourrie, parce que sur ce match-là, ils étaient pas pourris du tout. Donc essayez de revenir un peu au calme, pas besoin de s'enflammer pour rien. Voyez le prochain match. Essayez avec votre nouvel entraîneur qui a l'air plutôt de savoir ce qu'il fait, mais ne soyez pas trop sévère avec votre équipe. On va vite fait passer sur les prochains matchs, donc la prochaine journée. On a un PSG Nice qui va être un match intéressant parce que Nice revient bien. Paris c'est le match juste avant le match face à Barcelone pour le PSG. Donc ça va être intéressant à suivre. On a un Monaco-Lorient qui va être assez sympa à suivre aussi parce que Lorient est en pleine bourre et Monaco aussi. Je pense que Monaco va écraser Lorient parce que Monaco est assez costaud. On a un Lyon-Montpellier aussi derrière qui va être un match très important pour le titre. Je pense que Lyon va se faire accrocher. On verra bien. On a un Bordeaux-Marseille dimanche soir qui va être un match assez costaud. De base, ça aurait été un match dans les années 2010 vraiment dingue, mais là c'est un peu moins salivant, même si il va être sympa à regarder. Lille-Brest, bon, Lille devrait écraser Brest, hein, il ne devrait pas trop avoir de soucis derrière. Et à côté de ça, on a certains matchs plutôt cool, Reims-Lens, Dijon-Nîmes, Angers-Nantes, Metz-Strasbourg et Rennes-Saint-Étienne. Voilà, c'était Féro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la 25e journée. Je vous dis portez-vous bien. Salut!